C'est vraiment un grand monsieur. Vous avez beaucoup de chance de l'avoir, parce qu'il y a plein de gens qui essayent, ils n'y arrivent pas, je peux vous dire. أزول فلاون أزول فلاون نساقين فرحة غمي لا ذا قل جاه قنون تسلي معك فلاون كلمة سلام. Ce qui veut dire bonjour tout le monde, je suis très content d'être ici parmi vous dans cette région et je vous embrasse, je vous dis tous bonjour. Michel Boujna nous l'avait annoncé en novembre dernier, le public a eu belle la chance d'accueillir Felag. Dans un espace culturel archi-comble, le plus célèbre des humoristes algériens n'a pas manqué son rendez-vous, un vrai bonheur. Une vraie thérapie avec un public magnifique, chaleureux mais étonnant. Il m'a esquinté. Il en a pris dans l'estomac mais j'en ai pris aussi. Hein. Il est formidable. Présentant son spectacle Le Dernier Chameau, Felag nous plonge dans l'Algérie des années 50 et 60 en pleine guerre d'Algérie. Des années sombres qui pourtant ont permis à l'artiste de faire un spectacle drôle et hilarant, rencontre avec ce dernier chameau. Ce que je voulais tout simplement dire, c'est qu'avant l'indépendance de l'Algérie en 1962, les Algériens étaient perçus plutôt comme des chameaux. Donc il faut qu'ils se la bouclent, ils travaillent, ils se taisent, ils n'ont pas droit à l'expression, ils n'ont pas droit à exister. Et après 1962, à l'indépendance, ils ne pouvaient plus parler, c'était terminé. Donc c'est un destin assez tragique, que ce soit pendant les colonies et à l'indépendance. Ça n'a pas été beaucoup mieux que pour le chameau. Voilà, c'est une métaphore amusante. Dans ce spectacle, on est en pleine guerre d'Algérie, pleine indépendance. Quels souvenirs gardez-vous de cette époque? Ben moi, c'est toujours assez compliqué, assez complexe à dire, mais je pense que nous qui faisons ce métier de théâtre, de la poésie, sur l'écriture, sur le second degré, on n'a pas le droit de mentir, donc on raconte les choses telles qu'on les a ressenties. Ce qui se dégage de ce spectacle, Le Dernier Chameau, je pense que c'est ce que moi, je percevais quand j'avais 8 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, jusqu'à l'âge de 12 ans. Tout simplement, pour nous, la guerre était... On voyait, on avait faim, on avait froid, on avait nos oncles qui mouraient, on avait des cousins qui allaient en prison, on avait mon père, moi, était dedans. Hein. Et donc, mais nous, les gamins, on avait cette innocence qui vous fait rendez que pas compte en fait. On s'en rendait pas compte. Pour nous, c'était du cinéma. Dans les années 60, à Tizi Ouzou, comme dans toutes les autres villes d'Algérie, c'était au cinéma que nous faisions notre apprentissage de la vie. Comment se débrouiller pour se sortir des situations difficiles, comment se venger, comment réussir un hold-up, échapper à la police, résister à un interrogatoire, quel châtiment infliger aux traîtres. Qui a tué Liberty Valance? Qu'est-il arrivé à Baby Jane? Quoi de neuf, Pussycat? Chaque film était une occasion de s'instruire. Mais il y avait parfois des situations qui nous posaient des problèmes insolubles. Par exemple, on allait souvent voir des films d'horreur très en vogue à l'époque, et dont les titres seuls nous faisaient froid dans le dos. Le cauchemar de Dracula, Dracula, prince des ténèbres, les vampires contre-attaquent. Quant à la sortie du cinéma, vers 11h du soir, on rentrait chez nous en traversant des rues sombres et désertiques, paniqués à l'idée de voir soudain apparaître les vampires suceurs de sang. On savait qu'il nous suffisait qu'on leur montre une gousse d'ail ou une croix pour les faire fuir. Mais le problème, c'est que chez nous, l'ail, ça va, mais la croix, ça ne marche pas. Même le vampire, il te regarde avec ta croix, il te croit pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va lui montrer un croissant? On va lui réciter un verset coranique? A'oudhu billahi min shaitan rajim. C'est notre vadé rétro Satanas. Mais ça ne ferait aucun effet, ils comprennent pas l'arabe, les vampires. Le cinéma, à l'époque, était une nourriture intellectuelle, une nourriture des émotions, une nourriture politique. Le cinéma était très proche de la littérature. Beaucoup de films, à l'époque, étaient tirés de livres, ou alors des écrivains écrivaient pour le cinéma. Soit on avait de très grands scénaristes américains
qui écrivaient magnifiquement bien pour le cinéma, soit en Europe, en France, où c'était Balzac, Stendhal, c'était des auteurs d'aujourd'hui, etc., qui écrivaient ou dont les films étaient tirés de leurs livres. Et du coup, le cinéma était éducatif. Il nous apprenait, quand on voyait Balzac, Les Misérables, tout ça c'était des leçons philosophiques, politiques, sociales, psychologiques, psychanalytiques, tout dans un film. Et du coup, nous qui étions ouverts, comme ça, on bouffait du cinéma, des émotions, on était ouverts à ça. Et du coup, ça nous a nourri énormément, ça nous a appris à... D'ailleurs, la première phrase de mon spectacle commence comme ça. À cette époque-là, notre éducation, on la faisait au cinéma. C'était tout à fait ça. Dans la vie, quand on avait des problèmes avec nos parents, avec les copains ou avec notre conscience, on allait voir des films pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de trouver... Les films nous aidaient à réfléchir, à trouver des échappatoires, intellectuellement, ou des attitudes sociales, comme ça. Ça nous apprenait le courage, la lâcheté, ce que c'est que la lâcheté, ce que c'est que enfin, toutes les notions de philosophie qu'on apprend normalement, nous on les apprenait au cinéma. Revenons au sujet qui nous intéresse, le cinéma. C'était également là que nous faisions notre éducation sentimentale. On y apprenait comment parler aux filles, comment les regarder sans fléchir les yeux, comment s'habiller pour leur plaire, comment composer un sourire en coin. Mais comme il n'y avait jamais de filles dans la vie réelle, c'était un investissement pour rien. Ce qui fait que toute notre attention restait focalisée sur les actrices et on tombait amoureux de toutes celles qui passaient à l'écran. Et après, on se faisait notre cinéma à nous, dans la tête. On aimait Ava Gardner, on sortait avec Rita Hayworth, on dansait avec Marilyn Monroe et on embrassait Brigitte Bardot. L'ancienne, hein? Celle de maintenant, 5 dans tes yeux. Un garçon nommé Jamel était tombé fou amoureux d'une fille qui habitait son quartier. Mais comme il ne pouvait pas l'approcher à cause des nombreux frères qui surveillaient farouchement sa virginité, la virginité chez nous c'est le capital, hein? C'est le CAC 40. Hein? Et donc, comme il ne pouvait pas l'approcher, il l'aimait de loin. Il y avait environ une centaine de mètres qui séparaient les balcons de leurs appartements respectifs. Pendant les 4 ans qu'a duré leur histoire d'amour unilatérale, c'était la distance qui allait toujours les séparer. Tous les matins, Jamel se levait à la même heure qu'elle, il s'habillait, prenait son petit déjeuner, puis se coiffait en lui parlant dans le miroir. « Et à l'Aziz, quand je t'attrape !» Puis il descendait l'attendre en bas de l'immeuble. Dès que la jeune fille sortait pour aller au lycée, Jamel la suivait discrètement, mine de rien, comme ça, en gardant la distance réglementaire des 100 mètres. Salam alaikum, ça va, oui, je vais chercher du boulot, là. Pendant 4 ans, la fille ne l'a pas remarqué, tellement il est fort. À midi, quand la jeune fille sortait pour aller déjeuner chez elle, Jamel la suivait. Quand elle repartait l'après-midi au lycée, il la suivait de nouveau, et ainsi de suite. Pendant les week-ends, quand elle allait faire ses courses, ou tout simplement aller se promener avec ses copines en ville, Jamel la suivait partout. Et si par hasard, durant ses promenades, elle entrait dans une pâtisserie, il attendait qu'elle eût quitté la boutique, puis se précipitait à l'intérieur, et pour être en symbiose avec elle, il demandait au monsieur « Je voudrais la même chose que la demoiselle qui vient de sortir, s'il vous plaît. » Un baba au rhum. Oui, avec de la guézouze. Oui. Et oui, parce que le baba au rhum, chez vous, il est au rhum. Mais nous, les Algériens, comme on ne peut pas boire d'alcool, le baba au rhum, c'est avec de la limonette guézouze. C'est du baba au rhum halal. C'est un peu comme le jus d'orange. Hein. Vous savez que pendant 30 ans, chez nous, on a eu un régime unique, un parti unique, un président unique, une pensée unique, mais on avait également un jus de fruits unique.
Sur le marché, il n'y avait que du jus d'orange, et à force d'en acheter, les gens, plus tard, quand le pays s'est ouvert aux autres jus, ils avaient tellement l'habitude, après ils disaient vous avez du jus d'orange d'abricot ?» Ah non, je suis désolé, nous n'avons que du jus d'orange. Un jour que Jamel, adossé au mur situé juste en face de la faculté, attendait sa dulcinée, et il voit la jeune fille sortir de la fac, courir en riant vers un garçon et l'embrasser. Jamal, fou de rage et de désespoir, a traversé la rue sous les coups de klaxon furieux et les crissements de pneus, se précipite sur elle, la saisit par le bras, la retourne, la regarde droit dans les yeux et lui dit « À partir de maintenant, toi et moi, c'est terminé. » L'humour permet cette extraordinaire alchimie que les hommes ont inventée pour parler d'eux sans ennuyer les autres, parce que le tragique ennuie, le tragique quand il est lié à une réalité. C'est-à-dire le tragique est beau quand c'est Andromaque, quand c'est le Cid, enfin, Sophocle, Échille, etc., Racine, Corneille, quand c'est écrit, c'est magnifique. Mais le tragique dans la vie, c'est Sioran, je crois, qui disait que le drame des autres, au bout de 15 minutes, il devient insupportable. Si on montait sur scène pendant 2 heures pour raconter comment c'était vraiment la guerre, comment on a vraiment eu faim, il faut lui faire un traitement théâtral, tragique ou alors comique, parce que pendant 2 heures, c'est une façon agréable de partager des drames terribles, et parce qu'on rit pendant 2 heures, et après, ce qui reste, c'est pas le rire. Ce qui va rester, c'est tout ce qu'il y a derrière le rire. On va se réveiller, les spectateurs vont se réveiller le lendemain avec l'histoire, avec les trucs, en se disant « Oh là là, mais non, mais il nous a eu, là, c'était terrible finalement ». Pratiquant l'autodérision à outrance, Félag se moque de lui, de son peuple, de cette Algérie meurtrie par la guerre, mais aussi des mœurs et des rapports hommes-femmes. Félag, c'est un cachet d'aspirine contre le mal-être, une bouffée d'oxygène remplie également d'espoir, adulée par toute une génération algérienne. On est allé jusqu'à me dire des choses extraordinaires, à l'époque où il y avait des massacres, encore, il y a 4, 5 ans, 6 ans, 95, 96, 97, dans les rues. Les gens me disaient, surtout, n'arrête pas, parce que c'est maintenant qu'on a besoin de rire. Un peu comme celui qui est à l'hôpital, quand on va voir quelqu'un, on va pas lui dire, ah ben dis donc, oh là là, c'est pas possible, dans 2 jours t'es mort, c'est fini, tu vas pas tenir le coup. On va lui raconter des histoires, on va l'aimer, on va lui raconter des choses, on va oublier qu'il est malade, et on va aider toute cette capacité, nourrir l'endroit du cerveau de l'homme qui permet de régénérer l'espoir, de régénérer le regard sur l'avenir, de passer sur de ne pas voir le danger, parce que le cerveau humain est fait comme ça. Sinon, personne ne sortirait de chez lui, personne n'irait plus au boulot, personne ne se battrait plus, ne lutterait plus pour exister. Et donc moi, je fais partie de ce moteur, la petite dynamo. L'humour, c'est de la dynamo qui permet de régénérer l'espoir. Vous savez, les caleurs professionnels, c'est ces types qui, chez nous, passent des heures, des journées entières dans les bus, repèrent les jeunes filles seules et ils se collent à elles. Ils les calent. C'est pour ça qu'on les appelle des caleurs. Comme les bus, ils font beaucoup de secousses. Comme ça, les filles, elles tombent pas. Ils rendent service, hein. Ah bah oui, Ils font du service public, hein. C'est des volontaires, ils sont bénévoles. Ils font jamais de mal, hein. Ils se font que du bien. En fait, ce sont des féministes, hein. Et ils soutiennent la condition féminine dans les bus. Comme ça, elles restent toujours debout. En fait, comme les bus chez nous sont toujours bondés de monde, ces petits malins savent très bien que leur victime n'irait jamais se plaindre d'être serrée de trop près. C'est une méthode d'approche de l'autre sexe qui est basée sur la pudeur, le non-dit, ainsi que sur le respect de l'opinion de l'autre, puisque de toute façon l'autre n'a pas la liberté d'avoir une opinion. Alors,
il arrive comme ça, parfois, tout d'un coup, que dans un bus, soudain, il n'y ait que des caleurs. Tout d'un coup, dans un bus, il y a 70 caleurs et aucun objet de calage. Alors le type, il arrive pour faire ses 8 heures de calage normal dans la journée et tout. Il est là, il attend, rien, que des moustaches partout. Incalable. Et il attend, il se dit le prochain arrêt, peut-être il y en a une ou deux qui vont monter, il espère, mais le prochain arrêt, Walou, c'est un lot supplémentaire de caleurs qui monte. Et ça se serre là-dedans, ça se serre, et tout d'un coup, le type il est là, et hop, c'est lui qui se fait caler. Oh, Nadia! C'est le caleur calé. Ce qui fait que le caleur qui est calé, automatiquement, il cale le caleur qui est devant lui. Qui lui-même cale le caleur qui est devant, qui cale le caleur, qui cale le caleur. Jusqu'au chauffeur d'autobus qui lui aussi... Ah, il est calé. Ah ben voilà, j'ai calé là. Je rêve avec beaucoup de pessimisme. C'est pas bon signe, ça. Non, je rêve avec beaucoup de pessimisme au futur. Je suis très oppressé par l'avenir de la planète. Très franchement. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je vois une espèce de couvercle, un peu le couvercle noir de Baudelaire, là, du temps, comme ça, qui est en train de nous écraser là, avec tout ce qui se passe sur la planète, avec la catastrophe écologique. On va être 12 milliards d'habitants, on va avoir des problèmes d'eau terrifiants, l'effet de serre, la misère qu'il y a aujourd'hui dans le monde, les millions d'enfants qui meurent, les maladies nouvelles, de plus en plus, qui reviennent, etc. Il va y avoir très très peu d'espace sur Terre pour pouvoir respirer de l'espoir et de la liberté. Espoir et liberté, c'est finalement ce que l'on retiendra de ce spectacle qui a permis au public de rire aux éclats, tout en prenant conscience d'une certaine réalité pas toujours facile à entendre et à comprendre. C'est bien sûr l'apanage des bons spectacles. Le mot de la fin, je pense que ça va être pour vous, de dire que vous n'êtes pas loin du cinéma, et c'est exactement le même matériel. Rêvez cinéma, rêvez un vrai bon cinéma, vous-même, d'aller vers des télévisions intelligentes, de raconter le peuple, les gens, de façon forte, émouvante, touchante, et pour qu'on se sorte un peu aussi de cette grande télévision qui est de plus en plus une espèce de clochardisation de la pensée et des valeurs humaines qui se perdent. Et donc, je vous dis, on compte sur vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.